Test, test. Ok, c'est parti. Lorsque vous lancez Red Dead Redemption 2, vous avez hâte d'explorer le gigantesque monde créé par Rockstar Games, parce que c'est un des arguments de vente principaux pour commencer, et que ça va vous changer quand même de GTA V. Malheureusement, le jeu a un sacré défaut, et pas des moindres j'ai envie de dire, qui malgré son histoire et son ambiance, vont vous empêcher d'en profiter pleinement. Son gameplay. Dans Red Dead Redemption 2, lorsque vous lancez dans une mission, le jeu vous enferme dans un couloir invisible et adieu le monde ouvert. Vous allez monter à cheval et galoper pendant 5 minutes pour finir à un objectif, se terminant souvent par un combat au poing ou au fusil. Ce n'est pas le rythme que je critique ici, mais bien le gameplay. Le jeu ne donne à aucun moment dans ces missions envie aux joueurs d'explorer le monde ouvert par son gameplay. Les quêtes sont dirigistes et à sens unique. Un exemple dans la même branche encore plus grave, c'est Pokémon Écarlate et Violet. L'histoire sans trop de spoil est géniale et vaut clairement le coup, mais son gameplay est la pire idée possible, contrastant beaucoup trop avec l'environnement dans lequel il est mis. Je parle de la gestion de la difficulté. On entend par ici les niveaux des Pokémon rencontrés et des points de vie des boss. Le jeu nous promet une chose, faire les quêtes dans l'ordre que vous voulez. Si j'étais développeur chez Game Freak, les créateurs de la licence Pokémon, la logique pour équilibrer la difficulté aurait été de prévoir des statistiques adaptables qui suivent le joueur en fonction de sa progression. Mise en situation. Tous les boss sont au même niveau au début du jeu. Lorsque le joueur en bat un premier, les autres sont boostés en fonction du niveau actuel du joueur. Ça permettrait un jeu à la difficulté croissante et donnerait au joueur effectivement la possibilité de faire les boss dans l'ordre qu'il veut. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Pokémon Écarlate et Violet ont un système de progression linéaire dans un monde ouvert. Les Pokémon, les dresseurs rencontrés, les boss, tous ont un niveau prédéfini et inchangeable. Donc, ça veut dire que si vous allez à une zone trop forte dès le début du jeu, parce que vous en avez envie et que le jeu vous en donne la possibilité, et qu'il a beaucoup insisté dessus, en plus, vous allez vous faire étaler. A l'inverse, si vous allez dans une zone de niveau faible alors que vous êtes à la moitié du jeu, la région sera beaucoup trop simple. Dans les deux cas, le joueur ne prend plus aucun plaisir à faire le jeu, parce que Game Freak s'est entêté à rendre un monde ouvert linéaire. Le jeu a un ordre prédéfini. On ne vous oblige pas à le suivre, mais vous serez pénalisé si vous ne le faites pas comme on voudrait que vous le fassiez. Ça, c'est un défaut qui aurait pu être facilement évité, et sur ce coup-là, Pokémon Company n'a aucune excuse. En fait, les deux exemples que je viens de vous donner sont des défauts inhérents aux jeux vidéo. Les développeurs n'ont pas envie que vous alliez faire autre chose que l'objectif demandé, ou que vous fassiez la mission dans un autre ordre que celui donné. Et en soi, on peut comprendre, parce que ça peut créer des bugs ou des dissonances au niveau du scénario. Et dans certains types de jeux, aucun problème. Mais ici, on est dans un open world, c'est pas pardonnable d'être aussi dirigiste dans un monde qui nous promet les libertés totales. Monde ouvert signifie avant tout liberté, peut-être pas totalement, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est ce qu'on nous promet à chaque fois, à chaque trailer, à chaque annonce. Et en soi c'est respecté, on peut se balader où on veut, mais le gameplay ne nous y encourage pas. Oui, tu peux aller n'importe où, mais rien ne va t'y attendre. C'est un open world, mais c'est aussi et surtout un jeu vidéo. Et c'est dommage, parce que du coup ça réduit le monde à un simple décor, et ça enlève toute sa nature à la définition même d'open world. Pourtant, j'ai quelques exemples en tête, des jeux dont l'utilisation de l'open world pour leur histoire et leur quête sont une ode totale à l'exploration et peuvent renvoyer Rockstar au banc de touche. Ouais, on va émuler Rockstar Games avec un jeu sorti dans les années 80. The Legend of Zelda, premier du nom. On lance le jeu après avoir donné son nom et c'est parti. Ok, c'est quoi ma mission? Rien du tout. On ne nous dit rien. Tout ce qu'on a pour nous aider, c'est un livret. Le jeu, non seulement nous pousse à tester les boutons, mais en plus à fouiller dans un objet physique pour trouver des réponses. Laissez-moi vous le prouver. On se balade un peu sur la carte, mais on se fait démonter par tous les monstres qu'on croise. Et pour se défendre, il nous faut une épée, mais on n'en a pas. Et devinez quoi? Bah si on avait un peu fouillé dès le début, dans la grotte, à l'endroit où on est apparu, bah on nous en donne une. C'est tout, c'est mon exemple. Si le joueur veut avancer, il se débrouille. Contrairement à aujourd'hui, où tu as absolument toutes les indications du monde, ici, on nous l'a juste dans la nature. Pour ceux à qui la légende de Zelda ne parle pas trop, je suppose donc 0,1% de cette population, j'ai un exemple quasi identique avec Tunic.
Même système, on nous lâche dans la nature et on se débrouille. En plus de ça, le jeu attise constamment notre curiosité en nous mettant des trucs qu'on ne peut pas atteindre et qu'on peut obtenir uniquement en cherchant dans les moindres recoins. Et l'exemple de l'épée s'applique de manière identique de Zelda à Tunic. Lorsque le youtubeur The Great Review nous résume le jeu dans une de ses vidéos, il est allé voir un boss directement avec un simple bâton. Une épée ce serait mieux, non? Le chat, voyant que je faisais n'importe quoi, m'a poliment et gentiment enjoint à explorer un peu mieux la forêt. Attendez. Ok, question, j'aurais pu faire ça avant d'aller me faire déboîter par le boss? Tunic a plutôt une philosophie de si tu lis pas les instructions, c'est ton problème. En soi, il le dit dans sa vidéo, que je vous conseille fortement. Dans le jeu, il y a un livret, virtuel cette fois. Il nous sert de guide et il nous dit spécifiquement d'aller chercher une épée. Vous voyez pas là? Si, regardez bien, juste ici. Ça veut juste dire que le jeu ne nous laisse aucune excuse. C'est notre problème si on n'a pas été assez attentif, et ça, c'est de l'open world. Nous pousser à explorer le monde de fond en comble. Et je suis même pas sûr que Tunic soit considéré comme un open world en plus. Pourtant, il réussit à me faire ressentir ce frisson d'aventure et de liberté que d'autres ne peuvent pas. Je ne demande pas en soi de ne mettre aucune indication, mais simplement de me pousser à explorer. J'ai encore deux autres exemples. Wake up, Link. Ok, on va aller toujours plus loin dans la saga Zelda avec le dernier en date, Breath of the Wild. En tout cas, c'est à l'heure où j'écris ce texte. J'ai aucune idée de si cette vidéo sortira avant ou après la sortie de Tears of the Kingdom. BOTW est un, si ce n'est le meilleur exemple en termes d'utilisation d'open world pour son gameplay de quête intelligemment incorporée. Mon exemple de Zelda 1 et de Tunic était bien, mais on pouvait pas forcément les considérer comme des open world à part entière, parce que l'exploration restait limitée à des petites zones avant d'être bloquée. Là, c'est toute la carte que vous avez à votre disposition. Déjà, quand vous acceptez une quête, qu'elle soit secondaire ou principale d'ailleurs, on vous met un point jaune. Pas sur là où vous devez aller, mais sur le PNJ qui vous l'a donné. PNJ d'ailleurs, qui vous donne comme indice des lieux et des directions des 4 points cardinaux. Mais vous n'avez pas tous les noms de chaque direction sur votre carte. Pourquoi ? Parce que pour les avoir, il faut y aller et explorer la carte de fond en comble. Si vous savez où est le lieu en particulier, vous y allez, à pied ou en vous téléportant, peu importe. Pourquoi ? Parce qu'il y a de grandes chances que sur votre chemin vous croisiez des monstres, un coffre, un décor intrigant, un temple ou même une autre quête secondaire. Alors vous oubliez ce pourquoi vous êtes venu à la base et à un moment de votre aventure vous allez croiser le PNJ et vous dire « Ah mais oui c'est vrai, il fallait que je fasse ça ». Les quêtes de ce jeu, 5% de « La quête est là-bas, je vais y aller » et 95% de « Oh c'est quoi ça, allons voir ». Et devinez quoi, rien ne va vous en empêcher parce que le gameplay vous y pousse et vous en récompense. D'ailleurs, c'est pareil pour la quête principale. Quand le roi vous dit que le château est là-bas, le boss final y est, on peut y aller quand on veut, le point jaune est mis sur le boss final. Pourquoi directement sur le boss final ? Parce que c'est la fin du jeu qu'on nous propose directement sous notre nez, pas d'entre-deux. Et c'est logique en soi, c'est l'histoire d'un monde ravagé par le mal et qui reste dans son château. Tout le monde sait où il est, on n'a pas besoin de chercher. C'est ça, la promesse tenue d'une liberté totale donnée aux joueurs dans son suivi de l'histoire. Pour finir avec BOTW, il y a les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est des mini-donjons avec des énigmes et à la fin une récompense. Déjà les trouver est une énigme en soi. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai failli devenir fou parce que mon détecteur faisait une crise d'épilepsie alors que je voyais toujours pas l'objectif. Techniquement, chaque sanctuaire a une façon prédéfinie par les développeurs de le faire, mais le jeu nous a donné tellement d'outils pour interagir avec les éléments qu'on peut le résoudre avec plein d'autres manières, pour chacun, sans que les développeurs eux-mêmes s'en rendent compte. Tenez celui-là. Vous devez prendre le contrôle de cette plateforme et la faire bouger avec votre manette pour que la boule passe dans le labyrinthe et vous ouvre la voie. On pourrait traverser le labyrinthe, mais on peut aussi tout simplement retourner la plateforme et obtenir une surface totalement lisse sans aucun mur. Autre exemple, dans celui-ci vous avez une source d'électricité. Vous devez utiliser des objets présents dans la pièce pour faire passer le courant et ouvrir la porte. Vous savez que dans ce jeu, les armes en métal aussi conduisent l'électricité ? Ouais, pourquoi pas tout simplement faire un chemin avec vos armes pour créer un câble artificiel ? Ce serait quand même vachement plus simple, non ? Et aussi vachement plus rigolo. En fait, ce Zelda-là nous a donné tellement d'éléments pouvant interagir entre eux que, avant que des bugs ne soient découverts, les techniques de speedrun étaient simplement des utilisations de ces mécaniques de la manière la plus optimisée possible. Ce jeu est un exemple du niveau de liberté atteignable par un open world dans son gameplay. Et c'est sorti en 2017, ça fait 6 ans cette année. Aujourd'hui, il y a des jeux qui sont moins bons que ça dans ce domaine. Et voilà mon dernier exemple, avec Hitman.
Honnêtement, avec mes exemples précédents, vous devrez voir où je veux en venir, mais là on va approfondir un des aspects qui est tout aussi important que ses prédécesseurs. Vous pourriez me dire que ce jeu n'est pas un open world, mais pourtant un jeu n'a pas besoin d'être gigantesque pour en être un. Seulement de donner plusieurs possibilités de réussite aux joueurs. Donc, Hitman, on vous lâche sur une carte, on vous donne une cible et c'est tout. Débrouillez-vous pour l'éliminer. Les niveaux ne sont pas en soi très grands, mais un seul d'entre eux peut durer des heures parce qu'on retourne toute la carte à chercher des éléments pour éliminer notre cible de la meilleure des manières possibles. On peut suivre des chemins préfaits en soi, ça s'appelle des intrigues, mais on n'est pas obligé de les suivre si on n'a pas envie. On peut la jouer discret en se déguisant ou complètement bourrine en prenant un flingue et en canardant tout ce qui bouge, mais à chaque fois qu'on relance une partie, on redécouvre le niveau comme si c'était la première fois. C'est ça, Hitman. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez appris d'un gars qui baragouine pendant 5 minutes? En fait, quand le jeu vidéo a suffisamment progressé dans ses aspects techniques pour pouvoir créer des mondes ouverts, on a essayé d'y mettre les éléments qu'on avait depuis toujours. Mais ce que personne n'avait compris, excepté de rares élus, c'est qu'il fallait aussi réinventer une bonne partie de tous les concepts qu'on avait connus depuis 30 ans. Que certains des éléments de jeux classiques ne fonctionnaient tout simplement pas dans ce nouveau genre, et qu'il fallait s'y adapter. Et je pense que cette liberté dans un monde réel, aussi restreint que le nôtre, elle a tellement plu que c'est normal que de plus en plus de gens veulent s'essayer de donner un libre arbitre plus ou moins grand aux joueurs et qu'ils ne trouvent que là-dedans. Aussi dans Breath of the Wild, il y a un système caché de points que le joueur voit pas, qui augmente à chaque fois qu'il tue un monstre et qui augmente leur puissance au fur et à mesure. Coucou Pokémon.